ekolo tobiti la katolo yo soki solo mpona Congo ngonga kosala kimia yango yo poko yo Congo ekolo tobiti la katolo yo Congo ekolo tobiti la katolo yo soki solo mpona Congo ngonga kosala kimia yango yo. Ma voix est presque foutue, je parle beaucoup, mais aujourd'hui je vais parler moins parce que ça ne me permet pas beaucoup de parler longtemps. Donc, au nom du groupe de presse Le Potentiel Télé 7, nous tenons d'abord à vous remercier d'avoir accepté cette invitation pour assister au débat sur l'avenir de notre pays. Je pense qu'en ce moment, nous avons nos frères qui sont au nord et sur Kivu et à Ituri, qui sont en pleine souffrance. Ça fait 2 millions de déplacés, 6 millions de morts, des femmes violées, des enfants orphelins. Dans une société où on a encore des gens lucides, dans une société où on a encore des élites conscientes, une société où on a encore des gens normaux, je pense que ça pouvait toucher facilement le cœur de certaines personnes. Curieusement, à Kinshasa, ce qui est curieux, c'est de voir que nos télévisions, nos radios, on passe le temps à la danse. C'est comme s'il y a une certaine diversion quelque part. C'est comme s'il y a une complicité entre les élites et ceux qui nous agressent. Je pense que si on vous a invité, c'est pour vous parler de la gravité de la situation et de parvenir à mobiliser les Congolais. Ceux qui changent la société ne sont jamais été nombreux. Lisez l'histoire des peuples, lisez l'histoire des civilisations. Il y a toujours une élite qui est consciente, qui est lucide, qui sait lire les signes des temps. Obama a une phrase qu'il aime beaucoup. Il faut être du bon côté de l'histoire. Et vous devez comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. C'est un processus, je dirais, de libération. Dans le sens qu'on a connu une colonisation, on a connu la traite négrière, on a connu l'esclavage, et nous connaissons la néocolonisation. Et nous n'avons pas le contrôle de matières premières, de nos matières premières, de nos richesses. Ce sont les autres qui décident sur notre destin, sur notre vie, sur nos matières premières, sur nos richesses. Je pense que si cette histoire, ce processus aboutisse, et ça va aboutir, ce sera une libération économique. Le Congo en particulier et l'Afrique en général va se reconstruire avec de nouvelles élites qui sont conscientes. Je pense aussi que cette guerre qui est à l'Est, cette menace de balkanisation, est due aux mutations économiques, politiques et géostratégiques. Il ne faut jamais l'oublier. Je parle avec beaucoup de Congolais qui ne sont pas informés, qui estiment que ce sont ceux qui sont au pouvoir qui sont responsables. Et je voudrais attirer votre attention. Si ceux qui sont au pouvoir, vous les accusez d'être responsables, je pourrais dire que les responsabilités se limitent au moins à 20%. Les 80% des responsabilités dépendent des imitations internationales, des imitations économiques et géostratégiques. L'Amérique a décidé de réussir le monde. L'Amérique et l'Occident ont peur de perdre le monopole du leadership en face d'autres comme la Chine, l'Inde, le Brésil. Cette peur pousse l'Amérique et l'Occident à faire la guerre partout. Et ceux qui connaissent l'histoire économique, l'histoire des crises économiques, ils vont se rappeler qu'à chaque moment qu'il y a une crise économique en Europe, en Occident, si on veut relancer l'économie,
on doit passer par la guerre. Ce qui explique la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Et si nous sommes ici, nous voulons réfléchir, il faut placer notre situation dans ce cadre un peu international, mondial. J'ai amené un petit livre. Quand on amène ce livre, ce n'est pas pour montrer qu'on connaît plus que vous. C'est pour vous permettre de prendre note, d'aller sur Internet. Vous pouvez commander. Comme ça, vous lirez, vous comprendrez comment le monde fonctionne. Il y a Laurent Arthur Duplessis, c'est un Français, c'est un journaliste qui travaille chez Le Figaro, qui a publié un livre de la crise à la guerre, la faillite des élites. Cela il explique. L'Occident ne peut pas relancer son économie sans passer par la guerre. Mais cette fois-ci, l'environnement a changé. Parce qu'il y a des pays qui sont enrichis, qui ont connu de fortes croissances économiques, sans passer par des guerres. C'est le cas de la Chine, la Corée du Sud, le Brésil et autres. Or, quand vous regardez dans l'histoire occidentale, vous allez vous rendre compte que toutes les richesses, toutes les grandes fortunes occidentales, Angleterre, France, Belgique, se sont constituées par la prédation. L'esclavage, la tête négrière, a enrichi nos amis britanniques, nos amis européens. L'Amérique n'est pas particulièrement dans ce cadre-là, mais il faut aussi des guerres pour s'accaparer des richesses des autres. Donc, si vous voulez réfléchir dans notre cas, il faut se placer dans cette dynamique et de ne pas voir que, de ne pas seulement s'autoflageller et oublier cette dimension internationale. J'estime aussi qu'il est temps que les élites congolaises prennent conscience. Beaucoup pleurent, beaucoup pensent qu'on va nous aider pour mettre fin à la guerre. Une erreur d'analyse. Dans le cadre d'endiguer un peu la Chine, les Américains veulent chasser la Chine de l'Afrique. Ça s'est passé déjà au Soudan. Ceux qui contrôlent le Soudan, ce sont les Américains. En Libye, on a chassé les Chinois. On voudrait que les Chinois soient concentrés en Asie, tout près de leur pays, pour limiter un peu leur extension. Ce sont de bonnes guerres. L'Occident a été toujours ainsi. Mais dans cette histoire, qu'est-ce que nous gagnons? C'est pour laquelle je préfère que nos élites fassent un effort pour développer une intelligence stratégique. Écartons un peu les sentiments, écartons un peu la politique politicienne, prenons du recul, tirons les leçons de l'histoire pour comprendre où est-ce qu'on va arriver. Je ne voudrais pas beaucoup parler. Normalement, je n'étais pas prévu pour que je parle. C'est seulement pour remercier, comme je suis le responsable de Télé 7, le potentiel, Radio 7. C'est ainsi que je voudrais seulement vous faire cette petite introduction pour tracer un peu comment on va travailler aujourd'hui. Mais avant de commencer, je préfère vous donner cette stratégie. Parce que ce qui se passe à l'Est, c'est que nos amis qu'on appelle M23, ce sont des forces rwandaises. Il faudrait que vous changiez votre discours. Et au niveau de la presse, ce sont des Rwandais et des Ougandais qui sont à l'Est. Il ne faut plus encore mâcher les mots. Parce que d'autres le disent, c'est que curieux, les Congolais ont peur. Il faudrait qu'on s'assume. Ce sont des Rwandais qui sont là-bas. Les projets, ils ont, depuis l'AFDEL jusqu'à ce jour, ils ont eu plusieurs plans. On a tenté avec l'AFDEL, ça a été un échec. Musée a changé la donne. On a tenté avec CNDP, pardon, avec RCD, ça a été un échec. On a tenté avec CNDP, échec. Maintenant, on tente avec ce qu'on appelle M23. Qu'est-ce que ça signifie? C'est pour nous fatiguer davantage et qu'on essaye à mettre en place un État
à l'est du pays, qu'on appelle déjà, si vous lisez attentivement, le Congo oriental. M. Kagame, M. Museveni, ce sont des négriers d'État moderne. Et je voudrais attirer votre attention de ne pas confondre les Rwandais et les Ougandais avec leur régime. Kagame, tout comme Museveni, ne représentent pas leur nation. Ce sont des gens qui travaillent pour les intérêts étrangers. Donc, il faudrait qu'on soit lucide quand on fait une analyse. Le jeu que Kagame a joué, c'est le jeu que Mobutu a joué contre l'Angola. Comme du temps de l'esclavage, les négrières, on parle toujours d'autres noirs qu'on utilise contre leurs propres frères. Ceux qui gagnent ne sont même pas les Africains, ce sont les capitalistes qui sont habitués à la prédation. Je voudrais vous donner un peu le plan stratégique qui est déjà mis en place pour le processus de la balkanisation. J'ai vu beaucoup de gens contester, ça n'existe pas. Mais ce que je demande à beaucoup de gens qui crient, il faut lire. Quand vous voulez discuter, mes frères, faites un effort d'apprendre. Il faut avoir des arguments. Vous n'êtes pas d'accord, avancez vos arguments. Qu'on ne vienne pas avec des sentiments en disant que ça n'existe pas. Il y a beaucoup d'ouvrages, je dis beaucoup, qui existent. Et nos amis britanniques, nos amis américains sont décidés à couper le Congo. Vous devez vous prendre en charge et savoir que ça va faire longtemps, peut-être 20 à 30 ans. Il ne faut plus pleurer. Le temps est arrivé à s'organiser, à se mobiliser et à préparer nos enfants. Parce qu'eux préparent les enfants en leur disant « l'Afrique là, c'est pour vous, pas pour eux ». Nous devons préparer nos enfants pour dire à nos enfants « nos matières premières, c'est pour nous, pas pour les autres ». Donc c'est un travail de longue haleine. Nous, Kabila l'avait dit, la guerre c'est la longue et populaire. Quel est le plan stratégique qu'on a mis en place? Je vais vous donner à peu près 14 points. Le premier point, créer et maintenir une situation d'insécurité et de déstabilisation en orchestrant des actions des groupes armés. Je pense que vous les vivez. Deuxième point, fatiguer l'opinion congolaise internationale avec des incessantes guerres du Kivu et par là montrer la faillite de la gouvernance et dirigeants congolais. Troisième point, renforcer la mainmise rwandaise, y compris par l'exploitation illégale, sur les ressources naturelles et le monde des affaires du Kivu pour l'intégrer dans l'espace économique rwandais, ainsi les balkaniser économiquement et même financièrement. On n'invente rien, vous les vivez. Quatrième point, remplacer l'administration congolaise dans les zones occupées par les mouvements rebelles. Dans les autres cas, instrumentaliser l'administration congolaise. Cinquième point, occuper les terres et refaire le peuplement de certaines régions du Kivu, notamment par des éliminations physiques des populations locales et leur remplacement par des populations interposées essentiellement du Rwanda. Ça fait 6 millions de morts, ça fait 2 millions de déplacés. Vous devez vous imaginer l'espace vide qui est resté à l'est du pays. Et dernièrement, les rapports sur Nkunda avec CNDP a démontré que M. Nkunda a vendu des terrains à un Rwandais qui a été arrêté en Allemagne. Allez vérifier l'information, on n'invente rien. Et prenez et cherchez les rapports de l'ONU. Il y a même des documents signés par Nkunda avec son administration qu'il a installé à l'Est. Sixième, orchestrer des campagnes de messages mensongers pour préparer les esprits et créer une opinion favorable dans le sens de l'appui souhaité des populations congolaises fatiguées de guerre et aussi de la part des Occidentaux. Septième, créer des Congolais porteurs politiques du projet de la balkanisation à l'intérieur de la RDC et appuyer leurs organisations comme demandeurs d'autonomie ou même de cession du Kivu. On voit de certains partis politiques, on voit certains hommes politiques, leur discours n'est pas très clair. Même si on cède les Kivu, est-ce que ça va changer quoi? Donc il y a un travail de lavage de cerveau est fait par nos amis occidentaux pour pousser les Congolais à accepter cette situation.
À l'étranger, qu'est-ce qu'on vous dit? Mais les Congolais ne font rien. Mais ce qui ne veut pas dire que sur place, on est infiltré. Les services secrets rwandais, les services secrets ougandais, les services secrets britanniques, américains, nous ont infiltrés. Je pense que s'il y a des gens de service dans la salle, c'est un message très clair. Les Congolais sont conscients que ces services travaillent ici, avec la complaisance des Congolais, pour que notre pays disparaisse. Mais ils se sont trompés d'époque. L'histoire ne va plus se répéter. 7e, 8e, viser d'abord une région de Kivu et rester la balkanisation avant de penser à l'ensemble du pays et aux autres provinces de la RDC, comme les Touris, les Uélé, pour l'Ouganda par exemple. Si vous regardez de plus près, dernièrement on a publié dans les potentiels beaucoup de communiqués, soi-disant représentants de l'Uturi, qui disaient qu'il faudrait qu'on ait notre autonomie. Mais quand on regarde de plus près, derrière ces gens, vous avez Touloy, je ne sais pas s'il a changé de nom, qui finance cette guerre, qui voudrait avoir la main sur le pétrole en Ituri. Mais comme d'habitude, on a une culture d'esclaves, on accepte de vivre à n'importe quel prix. Nos frères, certains frères de Ituri, acceptent de jouer le jeu des multinationales. 9e, et pour certaines puissances occidentales, complices du complot, ouvrir déjà des consulats occidentaux dans les Kivu. Vous pouvez vous imaginer, la guerre est à l'Est. Qu'est-ce qui peut expliquer que nos amis américains puissent mettre une sorte de consulat à l'Est? Les Belges, les Français, les Britanniques, n'en parlons pas. Ils préparent déjà la sécession du Kivu ou bien du Congo oriental qu'on va mettre en place comme un État. Ce sont des signes annonciateurs. Mais curieusement, notre diplomatie est aveugle et ne voit pas ça. Et quand on fait le tour du monde, on ne sent pas la voix du Congo. On ne sent pas la voix du Congo à travers le monde. Ça signifie quoi? On est tellement infiltré. Si chacun de vous ne prend pas conscience qu'il faut des sacrifices, qu'il faut se battre pour ce pays, et ça signifie aussi que vous êtes du bon côté de l'histoire. Regardez, entre 50 et 60, les gens ne pensaient pas que la colonisation belge allait partir. Les Belges allaient quitter le Congo. Pendant 10 ans, les Congolais se sont battus. En 60, on est devenu indépendant. Je pense que pour ceux qui ont la conscience de l'histoire, ils comprendront que c'est le même processus. Tôt ou tard, nous mettrons la main sur nos minéraux. Ça, il faut être confiant. Il faut avoir l'espoir. L'histoire ne fait qu'avancer. On ne fait pas de recul. 10e, préparer les investisseurs occidentaux à la perspective d'investir dans les Kivu montagneux comme ils le font déjà au Rwanda. Le Rwanda n'a pas de matière première. Mais quand vous prenez les statistiques, c'est le Rwanda qui a exporté beaucoup de coltan. Curieusement, on envisage même de mettre sur place à Kigali une bourse matière première. Donc tout ça, on écrit, on a l'impression que certains Congolais, pas tous, ont la tête ailleurs. 11e, veiller à l'infiltration de orages stratégiques, politiques, militaires et d'intelligence des pouvoirs en RDC. Ça, vous le vivez. Comment voulez-vous que les rapports de l'ONU sortent? On dit que c'est Kigali et Kampala, donc Museveni et Kagame, qui sont à la base. On vous dit, c'est James Kabarebe qui est arrivé jusqu'à Goma avec ses militaires. Curieusement, à Kinshasa, personne n'a le courage de pointer le Rwanda du doigt. Ça pose un problème quand même. Mener des actions d'accompagnement aux couleurs scientifiques ou humanitaires, des réflexions sur la paix, l'intégration régionale, l'ouverture des frontières, et pour allier les élites et donner un semblant de fondement intellectuel au processus de balkanisation. Ça fait très mal, même les gens qui n'ont pas été à l'école. Nous sommes en pleine guerre
avec l'Ouganda et le Rwanda. On crée un truc de service de renseignement où nos services travaillent ensemble avec les services agresseurs. Vous voulez quoi? Et chaque fois qu'il y a un problème, on dit non, allez à la Sirigel. À la Sirigel qui est là, Museveni. Or, Museveni est dans les coups. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est l'opinion comme les catholiques l'ont fait aujourd'hui, très clairement. Nous devons nous assumer. Si nous rendons compte que nos hommes politiques ne sont pas à la hauteur, nos hommes politiques ne font rien, il faut que le peuple se prenne en charge. Il faut que le peuple demande des comptes. Il faut que le peuple mobilise. Chacun de nous, en sortant à l'étranger, peut facilement faire la campagne du pays. Il ne suffit pas que le gouvernement le fasse. Il faut une conscience nationale. N'attendez rien d'eux. Donc préparez-vous à passer des moments très difficiles. Imposer au pouvoir de Kinshasa, ça c'est le 13e, le pouvoir de Kinshasa, les recours au dialogue et aux mécanismes de recherche de solutions pacifiques et politiques à la crise avec des insurgés et même la participation du Rwanda et l'Ouganda dans une certaine forme voilée sous l'égide de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. C'est ce qui se passe. Les gens se demandent, mais comment Museveni est cité, comment est-ce qu'il peut encore gérer, être président de Sirigel? Et on voit nos amis congolais partir là-bas. On comprend s'ils sont sous pression. Mais c'est pour avoir quel résultat? Donc, pour nous, nous pensons, tout est mis en place pour nous fatiguer, de façon que, quand les populations seront désabusées, diront non, c'est de l'Kivu, qu'on soit en paix. Et c'est le discours qu'on entend souvent, mais on va voir la paix. Non, le dernier point, le 14e point, manipuler, compliciser, et au besoin faire pression sur le pouvoir de la RDC au plus haut niveau, afin qu'il garde silence et réagisse mollement, ou même qu'il joue le jeu, en laissant faire le processus des faits accomplis. C'est dramatique, mais quand on est intellectuel, il faut avoir le courage d'observer et de parler à notre peuple, parce que hier, on avait trompé nos parents, ils n'étaient pas à l'école. Nous, on a eu la chance d'étudier avec les mêmes personnes. On a eu la chance de comprendre leur système. Tout ce qu'on peut faire, c'est éclairer notre peuple pour que l'histoire ne se répète pas. Et pour cela, je voudrais demander à ceux qui vont intervenir, je pense qu'il y a l'ancien ministre Maïmaï, M. Jonas Chombela et le professeur Kabongo, ils vont vous éclairer sur la méthode à mettre en place. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne doit pas continuer à pleurer. Il faut arrêter avec les pleurs. Les capitalistes n'ont pas un état d'âme. Ils négocient avec quelqu'un qui est en position de force. Vous êtes faible, on vous écrase. C'est la conception du monde occidental. Nous devons faire un effort pour étudier leur philosophie et savoir comment s'y prendre. Ne pleurez plus. Le temps est arrivé à passer aux actions. Ceux qui sont complices, qui travaillent pour que les pays disparaissent, se trompent. Ils sont du mauvais côté de l'histoire. Ils seront comme les autres qui ont trahi. Aujourd'hui, M. Mobutu est oublié par la population. Et le monde qui a fait 3 ans seulement, 3 mois, le monde entier qui parle de lui. Je demande que chacun de vous prenne conscience, de façon que qu'on laisse à nos enfants un État sérieux, qu'on laisse à nos enfants une Afrique forte, parce qu'on ne peut pas comprendre, après 5 siècles de domination, que nous, les enfants des anciens dominés, qu'on soit encore dominés par les enfants des dominateurs, qui viennent ici, qui corrompent presque toute l'élite. C'est plus que l'esclavage. On veut vivre à n'importe quel prix. L'essentiel d'avoir une belle voiture, une maison, et puis on dit, on vit. Je ne voudrais pas aller plus loin. Nous avons
certains amis qui ont pensé qu'il faudrait peut-être aussi donner un peu de prix d'encouragement à la lutte que nous faisons. Quand on a commencé cette lutte, on l'a fait parce qu'on aimait ce pays, et non pour l'argent. Jonas Chombela, le président de la nouvelle société civile, qui va nous parler de la mobilisation générale, contours et participation citoyenne. Chers compatriotes, pour cette occasion que nous allons passer ensemble, c'est la question liée à la mobilisation et la participation citoyenne. Rassurez-vous, je ne suis pas à l'université ici pour vous faire un discours académique, parce que moi je suis dans le camp des victimes. J'estime que je dois dire ce que je sens et proposer des pistes peut-être ensemble pour que nous puissions voir comment nous en sortir dans cette situation injuste et injustifiée qui nous est imposée. Vous savez, pour organiser une mobilisation, plusieurs éléments et plusieurs facteurs entrent en jeu. Et surtout, parce qu'il s'agira ici de la mobilisation et de la participation citoyenne, il y a plusieurs éléments qui peuvent entrer en jeu. Pour que ça ait l'adhésion populaire de tous ou l'assentiment de tous, si ces éléments, et bien d'autres que vous connaissez, n'entrent pas en jeu, il sera difficile qu'on puisse mobiliser l'opinion ou bien mobiliser la population pour une certaine cause. Vous savez, nous pouvons être mobilisés quand nous avons les mêmes valeurs, quand nous pouvons défendre les mêmes intérêts. Nous pouvons nous mobiliser autour de ces valeurs et autour de ces intérêts pour soit les maintenir ou bien les promouvoir dans notre société. Nous pouvons aussi nous mobiliser quand tu as besoin de sécurité face à une certaine menace. Nous pouvons nous mobiliser parce que nous sommes menacés et que nous avons besoin de la sécurité. Ça peut nous unir. Vous n'avez qu'à voir quand une maison d'un voisin est en train de prendre feu, vous verrez que les autres voisins sont inquiets parce qu'ils risquent aussi d'aller chez le voisin. Et ça, c'est quelque chose qui peut mobiliser les voisins pour venir au secours. C'est la même chose, parce qu'il faut mobiliser. Nous pouvons nous mobiliser dans le cas de ce qui va suivre. Peut-être que les autres compatriotes vont entrer en profondeur autour d'un certain nombre de valeurs, comme je le disais, mais aussi autour d'un certain nombre de sujets ou bien un certain nombre de malheurs ou de bonheurs. Dans le cas précis, ici, nous sommes dans un cas de menace, de malheur qui nous frappe, et autour de nos martyrs aussi, nous pouvons nous mobiliser. Et vous avez suivi M. Freddy tout à l'heure quand il parlait, il a évoqué le cas de plus de 6 millions de morts, des Congolais, des cas de plus de 2 millions de déplacés, des cas de femmes violées, des cas des enfants, surtout dans la partie est de notre pays, qui n'arrivent pas à reprendre le chemin de l'école parce qu'il y a l'insécurité. D'autres Congolais qui ne sont pas proches de ces menaces peuvent se mobiliser pour venir au secours des autres. Et il y a aussi des questions qui peuvent nous mobiliser. Ces questions qui sont liées, par exemple, à la bonne marche de notre pays. On a l'impression de tout mettre toujours à l'est du pays, alors que dans l'ensemble du pays, beaucoup bien de choses ne fonctionnent pas mieux. Et la crise est focalisée actuellement vers ce qui se passe à l'est, mais il y a beaucoup d'autres questions qui sont restées. Nous n'oublions pas facilement la question de Kaemba. Nous n'oublions pas facilement ce qui se passe ici au Bas-Congo, où les Angolais peuvent venir repartir, planter leur drapeau tout le temps. C'est un problème qui s'inscrit dans un contexte presque général. Donc nous pouvons nous mobiliser pour aussi sauver ou sauvegarder l'unité de notre pays. Notre pays, c'est l'unique bien supérieur que nous pouvons protéger et jalousement protéger. Il y a ça qui est une question qui peut nous unir et faire de telle manière que nous puissions conjuguer nos efforts ensemble pour préserver ces intérêts communautaires. Et ici, ces intérêts sont symbolisés par nos richesses, par l'unité du pays, par la paix que nous recherchons, et par cette menace qui se profile ou qui est avec nous de façon presque permanente, tout le temps,
nous sommes même menacés comme peuple, parce que quand on dit on parle de 6 millions de morts, et puis 2 millions de déplacés. Lorsqu'on observe Congo-Brazzaville, même le Zimbabwe c'est 12 millions, toute la population, 12 millions, choses comme ça. Le Congo-Brazzaville, à peu près 3 millions. Alors, vous imaginez l'espace et le danger qui nous guette. Le danger qui nous guette. Ça doit susciter chez nous un certain sentiment de chercher comment nous protéger. Et ça peut nous mobiliser. Ça peut nous mobiliser. Parce que comme ça se passe déjà à ces niveaux-là, ça progresse. Ça progresse. Ça peut nous mobiliser. Donc, il y a d'abord ces différents facteurs mis ensemble peuvent nous permettre de nous mobiliser. Et nous n'allons pas nous mobiliser parce qu'il faut nous mobiliser pour aller crier comme on l'a vu. Je ne vais pas faire de la mobilisation ici comme la mobilisation à l'époque où on va se mobiliser autour d'un individu pour l'applaudir, pour danser autour de lui, pour lui plaire. Ici, il s'agit d'une mobilisation autour des intérêts communautaires, d'une mobilisation autour du danger qui nous guette. Comme peuple, comme nation, comment pouvons-nous faire pour nous en sortir dans cette situation? Et il ne s'agit pas d'une mobilisation ici pour défendre un régime. Non. Il s'agit d'une mobilisation pour défendre un peuple menacé. Un peuple qui est menacé, et ça nous intéresse. Mais finalement, nous devons nous mobiliser. Pourquoi? Vous savez, la mobilisation comme la participation citoyenne, c'est cette obligation, ce devoir sacré qu'un citoyen s'impose, se donne pour défendre sa nation. C'est ça sa contribution. C'est un devoir sacré. C'est une obligation qu'on ne peut pas vraiment se déroger. C'est une obligation, j'allais dire, sacrée. Qu'un citoyen, parce que chaque citoyen sur cette terre doit appartenir à une nation. Il a un pays, il a un continent, il a un espace de vie. Ce devoir-là, il est naturel. Cette obligation-là est naturelle. Que chacun puisse s'imposer cette discipline pour défendre les intérêts de l'espace où il vit. Et ça, à travers les différents textes du pays, je ne vais pas entrer dans les textes du pays, il y a la Constitution qui nous donne cette voie. Quand bien même, elle est une Constitution des uns, respectée par les uns, et puis violée par les autres. Et dans le cas de la participation citoyenne, chaque citoyen est concerné par toute chose qui s'organise dans son pays, qui se profile dans son pays. Lorsque nous devons nous mobiliser, vous savez, notre pays, le Congo, est presque cette mine à ciel ouvert, comme cette mine à ciel ouvert, parce que nous parlons de l'insécurité et des menaces qui nous guettent. Cette mine à ciel ouvert, où tous les vautours du monde entier viennent, ils se servent, repartent, tuent, violent en toute impunité, que ce soit au niveau local comme au niveau plan international. C'est un peu ça le Congo. En fait, c'est quoi? Les pays voisins profitent de cette faiblesse pour entrer, repartir, violer, tuer en toute impunité. Cette mine à ciel ouvert, où tous les vautours du monde entier, ils peuvent venir, ils pillent, ils violent et ils repartent, ils posent des actes en toute impunité. Et face à ces dangers, l'attitude du même Congolais devient même un problème aussi. L'attitude de l'homme congolais devient un problème. Et il devient un problème, et c'est presque comme le dit M. Kakwenda, Kakwenda Mbaya, il le dit. L'homme congolais presque comme cet homme, affamé, pauvre, mais assis sur un sac de manioc ou de maïs, mais il ne sait pas s'en servir. Il est là, toute personne qui vient autour de lui, donnez-moi. L'Amérique, donnez-nous. L'Europe, donnez-nous. L'Asie, il trouve toujours une raison de demander, alors qu'il est assis lui-même sur un sac de maïs, de manioc, il peut se servir, mais il est affamé, mais pauvre. Le comportement inactif des Congolais ne lui dispose pas
à mener cette lutte, de se mobiliser. Et dans ça, il y a cette attitude du Congolais qui devient un danger pour lui-même. Parce que nous ne devons pas rechercher la responsabilité d'abord chez les autres. Nous devons chercher notre responsabilité dans ce qui nous arrive et nous organiser pour nous en sortir. Mais nous avons tendance de toujours trouver les éléments justificatifs dans l'autre. Dans l'autre. C'est cette personne et cette attitude du Congolais-là est une attitude qui ne peut pas nous unir et nous mobiliser, de nous rejeter les responsabilités les uns les autres. Voilà, cet homme assis, affamé et pauvre, sur un sac de maïs, mais il ne sait pas se servir de ce sac de maïs pour se nourrir. C'est l'attitude du Congolais. L'inaction du Congolais pose problème pour qu'il puisse se mobiliser. Pour qu'il puisse se mobiliser autour de son pays, autour des intérêts de son pays, autour de l'unité de son pays. Mais aussi, M. Freddy venait de taler là, tout un plan stratégique mis sur pied. Mais combien de Congolais réfléchissent comment contourner ce plan stratégique? Notre attitude de passivité nous prédispose à ce que tous ces vautours du monde entier puissent venir piller, violer et répartir. Ça ne peut pas nous permettre de faire avancer les choses. Disons, M. Freddy l'a prélevé encore ici, non, on trouve toujours la justification. Nous ne pouvons pas nous mêler à cette affaire parce que c'est elle qui a la responsabilité. Là, nous sommes dans un cas où la maison est en train de prendre feu et qu'il faut d'abord chercher à voir comment d'abord sauver ce qu'il y a comme bien, ce qu'il y a comme enfant, qu'est-ce qu'il y a comme dans la maison à sauver. On sauve et puis on peut voir à quel niveau de responsabilité cela nous est arrivé. C'est ça que l'attitude qui ne peut pas nous mobiliser. Nous, d'abord, notre attitude passive, qui n'est pas une bonne attitude pour nous amener à cette mobilisation que nous sommes en train de rechercher. Même participer à ce travail de mobilisation et de participer à l'effort de l'unité nationale. Nous sommes d'abord menacés comme unité. Vous avez vu dans les quelques messages qui sont là-bas, le premier message là, les gaillards sont là en train de chercher comment prendre une partie de notre pays. Ils cherchent comment prendre une partie de notre pays. Mais il y a un autre qui est en train de les observer. Il y a un autre qui est en train de les observer. Qu'est-ce qu'il doit faire quand une partie du pays est en train de partir? C'est une question. Moi, je ne vais pas expliquer. Chacun peut interpréter ses affiches à sa manière. Mais ce sont des questions qui sont... On n'a même pas mis un message. Nous avons laissé que chacun interprète à sa manière et comprenne et en tire des leçons. Parce qu'on estime, comme peuple, nous ne pouvons pas rester dans cette passivité-là. Nous avons crié, par exemple ici, que nos amis des Nations Unies étaient venus nous appuyer. Mais quand ça bardait, vous avez vu l'attitude de nos amis des Nations Unies. C'est une question encore qui retourne aux Congolais, qui croient que c'est l'autre qui peut nous sauver, alors que lui-même a la clé pour sauver le pays et n'arrive pas à actionner les mécanismes de sauver le pays. Donc, il y a cette question de la passivité qui est un handicap dans la mobilisation. Et il y a aussi cette question de la peur. Cette question de la peur du Congolais. Il ne sait pas prendre les risques. Il a peur. Il croit que tout ce que nous disons là, quelque part, il y a un monsieur qui va, dans tout le cas, vous le savez aussi, que même ceux qui tuent, même ceux qui montent de plan de tuer, tous nous finirons par mourir. Nous finirons par mourir. Mais il y a une question. Nous sommes un peuple. Nous avons, pendant ce temps que nous avons la vie avec nous, nous devons nous organiser et nous défendre, nous protéger. Et cela relance du coup la question de la part de la responsabilité des Congolais. Je vois ici, je ne vais pas aller dans beaucoup de détails, je vois ici notre système de défense du pays, notre système de sécurité du pays ne fonctionne pas normalement. Il fonctionne anormalement.
Et la passivité de la population, c'est là qu'on parle de la participation citoyenne. Lorsqu'un système ne fonctionne pas normalement, la population ne devrait pas se taire. Elle ne devrait pas se taire. On nous a conseillé brasser, intégrer, faites tout ce que vous avez, mixage. Nous avons expérimenté toutes ces formules pour nous déstabiliser. Et la population est là, passive. Donc, moi, je dégage ici la responsabilité de la population congolaise dans cette crise, dans son ensemble. Nous y sommes pour beaucoup, parce que nous sommes passifs. Le dispositif de sécurité de notre pays, l'armée, tout ce qu'on a mis en place n'a pas fonctionné sur base du conseil des experts. On nous a dit que c'était des experts. Mais voilà les experts là où nous amènent. C'est vers notre disparition comme peuple et comme nation. Est-ce que les Congolais, nous avons pris conscience que tout ce qu'on nous a donné jusqu'ici comme conseil n'a pas fonctionné? Voilà pourquoi les Congolais devraient se tourner sur soi et observer et chercher des voies, des moyens pour sortir sa population de cet engrenage de guerre récurrente qui ne cesse de se vivre sur notre territoire. Enfin, toutes ces guerres qui sont en train de secouer notre pays, vous le savez. Toutes ces rébellions, armées ou non armées, tout ce que on appelle aujourd'hui les terroristes du M23 et leurs complices rwandais ou ougandais, même les rapports attestent tout cela. Non, non, les Congolais attendent toujours qu'il y ait quelqu'un qui dit non, c'est le Rwanda. Mais même si on dit le Rwanda, ça ne fait rien dire. Il faut agir. Même si on dit l'Ouganda, ça ne veut rien dire. Ça n'aura de sens que quand nous accompagnons ce que nous disons des actions. Et face à ces actions, c'est là qu'il y a un problème de la peur qui se profile aussi. Non, quand nous allons marcher, on va nous interdire. Mais vous savez, on ne vous donnera jamais sur le plateau. Si vous n'arrivez pas à braver, à marcher, à vous affirmer comme peuple, nous n'avons qu'à voir l'exemple de d'autres peuples. Et regarde ce qui se passe tout récemment en Égypte. Ça doit nous inspirer. C'est récent, c'est en cours. Zamba Kosala. Zamba Kosala. Oui, Zamba Kosala. Mais Dieu n'agira qu'à travers les hommes qui s'engagent. Zamba Kosala, je suis sûr que nous pourrions encore attendre moi-même 100 ans. Dieu ne descendra pas agir à notre place parce qu'il nous a donné l'intelligence et la sagesse pour continuer ce qu'il devait faire. Il nous a donné déjà le pouvoir et le moyen de le faire. Regarde ce qui se passe en Égypte. Malgré les menaces, malgré tout ce qui arrive, mais le peuple est debout parce qu'il y a un monsieur qui venait d'arriver, qui commence à prendre d'autres allures que les allures qui ont pu amener cette révolution. Et la population, comprenant cela, elle s'est mise debout. Et le vice-président même de ce pays, hier, il venait de dire qu'il y a moyen de reporter ce référendum. Et vous, peuple congolais, êtes-vous un peuple ou bien sous-peuple? C'est une question, nous devons nous interpeller pour voir cette question, où est-ce que nous sommes. Et ces guerres, comme je disais, ces rébellions, c'est le prix de la lutte contre l'impunité. Parce que ça vient, on ne punit personne. Par contre, on y entre. J'ai vu dans notre armée des hommes et des femmes, civils comme moi là, ne maîtrisant rien de stratégie militaire, mais parce qu'il y a un gaillard qui a pris des Kalachnikov, je suis arrivé, on entre dedans, du coup, je deviens général. Pour conduire quoi? Interpréter la carte, je suis incapable. Mais comment je peux gagner une guerre dans ces conditions-là? Nous avons intérêt de remettre en question tout cela par des revendications citoyennes. Parce que dans ce pays, on nous a appris seulement, on n'écoute que ceux qui prennent les armes. Mais on doit développer aussi cette arme de la non-violence de la population, ces revendications citoyennes. Ça doit devenir une arme forte que d'autres peuples sont en train d'utiliser. Que d'autres peuples sont en train d'utiliser. Le cas de l'Égypte est éloquent. On vous dit que tel est sorcier. C'est lui qui te veut cela ou ceci. Mais c'est chez ce monsieur-là sorcier que vous allez encore pour dire non, monsieur, aidez-moi à m'en sortir. Est-ce qu'il va vous aider à vous en sortir? Pas
Pas du tout. C'est l'attitude du Congolais. On vous dit que c'est l'Ouganda qui vous agresse. On vous dit que c'est le Rwanda qui vous agresse. Non, on va vers le Rwanda, on va vers l'Ouganda pour dire non, nous venons discuter. Non. Ou soit on comprend la chose, ou on ne la comprend pas. Ou on veut la solution, ou on ne le veut pas. Ou bien on est complice. Donc nous devons nous mobiliser pour dénoncer tout cela. Voilà des choses qui peuvent nous permettre et nous donner le déclic pour nous mobiliser et nous organiser comme peuple, comme nation, pour nous défendre. Et parce que moi je ne saurais pas monopoliser la parole et ni parler impunément, j'ai dit que j'allais introduire seulement, c'est dans les débats que nous pouvons échanger. Nous ne sommes pas venus ici avec des leçons à vous administrer, nous sommes venus ensemble réfléchir pour voir comment nous en sortir dans cette nouvelle situation qui nous arrive, qui est là depuis plus de temps, mais que nous n'arrivons pas à trouver de solution parce qu'il y a les intérêts des uns qui des autres servent de marionnettes, d'autres sont en train de jouer à je ne sais pas quel jeu avec des vies humaines. Donc, dans cet ensemble de complications, de crises, que faire comme peuple? Comment nous pouvons nous organiser comme peuple? Nous devons sauver la mémoire de nos martyrs. Et ça devait nous servir de déclic et d'impulsion. Tous ces milliers de morts là, c'est comme si c'était vous êtes partis et nous on ne s'intéresse pas à la justice pour vous réclamer la justice pour vous. C'est l'attitude que nous gardons jusqu'ici. Tous ces milliers de morts, imaginez-vous un seul instant que ce soit vous. Mettez-vous à la place de ceux-là qui sont déjà partis, les innocents, ils sont là, et que d'autres qui sont restés n'arrivent pas à trouver les mécanismes pour quand même réclamer justice pour vous. S'il y a un problème dans le chef du Congolais. Nous n'allons pas protéger nos richesses si nous n'avons pas une bonne disposition de défense de nos richesses. Nous n'allons pas protéger notre pays contre la balkanisation si nous n'avons pas une armée qui veut défendre nos frontières. Voilà autant de questions qu'il faut soulever comme citoyen d'un pays. Et vous en avez droit. La Constitution elle-même de notre pays, dans son article 63, je vais le lire quand même. Quand bien même, par moment on viole, mais la Constitution nous dit ceci dans l'article 63. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure. Un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. Toute autorité nationale, provinciale, locale, coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité de son territoire sous peine de haute trahison. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité collective au niveau des autorités, au niveau de la population. On dit tout Congolais, c'est notre responsabilité. Donc nous mobiliser, nous mettre debout dans la rue, c'est notre responsabilité. Ce n'est pas quand nous allons nous mettre dans la rue, notre problème c'est quand nous sommes dans la rue, quand une personne va tomber, mais celui qui fait tomber, tombera aussi. Ceux qui tuent, un jour, ils finiront aussi par mourir. Il n'y a personne qui est éternel sur cette terre. Donc, nous, comme peuple, nous avons le devoir sacré. C'est comme ça que quand je parle de la mobilisation, je parlais de la participation citoyenne, c'est un devoir sacré pour nous. C'est un devoir sacré pour nous. Nous avons le devoir sacré et le droit même. Donc, personne ne peut nous empêcher pour cela. Et lorsqu'on peut évoluer au niveau des responsabilités, même les autorités, et là encore, une petite parenthèse, c'est parce que aussi, nous avons un appareil judiciaire, j'allais dire, d'injustice. Il ne s'intéresse même pas à toutes ces questions. On ne sait pas, nous sommes dans quel type de république, où il y a des gens qui sont au-dessus de la loi et d'autres sont en-dessous de la loi. Il suffit seulement Il suffit seulement de prendre le petit qui est ici chez nous, en Gaba ou à Makala ou je ne sais pas où. Il suffit seulement qu'il vole une ampoule pour qu'on puisse nous le brandir à la télévision. Il suffit que celui-là fasse ceci, on le passe à la télévision. Voilà, le voleur. Le meilleur voleur d'ailleurs ne sont pas ceux-là. Parce qu'il y a l'impunité qui fonctionne, parce que nous avons un pouvoir judiciaire qui n'a rien à faire avec la justice.
miné par la corruption qui est devenue presque le sport national. Donc il y a tout ça qui sont des éléments qui font fragiliser l'État et il ne peut pas défendre et protéger la population. Il y a la justice qui est un élément essentiel qui peut protéger la population. Mais ça ne fonctionne pas. Une autorité qui n'arrive pas à jouer bien son rôle, la Constitution le déclare de haute trahison. Ça, ce n'est pas moi, c'est la Constitution. Donc, il y a une part de responsabilité, un examen de conscience que nous devrions faire tous collectivement et dégager des pistes de solutions. Je pense, pour moi, pour terminer, il y a des choses que nous devrions faire. Au niveau d'abord de l'élite, notre élite devra revenir sur soi, penser pour nous proposer une pensée qui peut nous orienter vers un nouveau Congo. Donc, l'élite est appelée à se mobiliser, à repenser la société congolaise, à repenser le type d'homme congolais que nous avons besoin pour ce pays. Donc, l'élite a une certaine responsabilité. C'est eux qui donnent la direction des choses. Donc, l'élite est interpellée. Si nous devons nous mobiliser, la mobilisation doit commencer par l'élite de notre pays. C'est lui qui donne la direction. C'est lui qui nous indique qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il n'est pas temps pour qu'on organise une grande conférence de l'élite congolaise sur la crise qui secoue notre pays? C'est les scientifiques. C'est eux qui doivent nous dire dans 20 ans ce qui est en train de nous arriver là. Ça peut nous amener à quoi? C'est à eux de réfléchir la société, de nous donner des pistes de solutions. Il y a aussi une responsabilité au niveau de la population. Et ici, comme je parlais de deux choses, la deuxième chose, c'est notre engagement comme population, notre engagement pour participer à l'effort de reconstruction, de refondation de notre pays, mais aussi à l'effort de cette lutte. Nous allons continuer à crier, à faire des déclarations. Nous ne voulons pas la balkanisation de la RDC, mais si ce n'est pas accompagné, les ennemis de la population congolaise savent que ces gens-là crient. Est-ce qu'il n'est pas temps pour que nous puissions arrêter à crier et à passer aux actions? Si on pouvait poser la question dans la salle ici, qui sont prêts à passer aux actions dans la salle? Souvent, on va le faire. Qui sont prêts pour passer à l'action? Nous devons protéger notre pays. Nous devons défendre notre pays. Nous devons trouver des pistes de solutions pour que cette crise s'arrête. Nous devons nous faire respecter comme un peuple, comme une nation. Ce n'est pas seulement le petit Rwanda. Comme il revient, ils repartent. Goma est tombé parce que le Rwanda était derrière. Mais les nôtres, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Oui. Je crois, je termine mes propos par nous interpeller tous, l'élite et la population. Quelle est notre part de responsabilité? Qu'est-ce que nous devions faire pour que ce pays, à un certain moment, les choses puissent aller comme ailleurs? Ce que les autres peuples sont en train d'expérimenter actuellement, est-ce que ce n'est pas possible aussi en RDC? Alors, comme Néhémie, je ne suis pas pasteur, lorsque les murailles étaient tombées, des choses comme ça, il s'est mis, il a amené ses branches. Qu'est-ce que vous avez, vous aussi, pour reconstruire ce pays, pour sauvegarder l'unité de notre pays? L'unique bien que nous a laissé par nos ancêtres. Nous risquons de répondre de ça, même lorsque dans notre tombe. Kassavubu, Lumumba, Simo Kimbangu et bien d'autres compatriotes nous ont laissé ce pays uni. Il faudra aussi que nous on les laisse unis. Je vous remercie. Peuple congolais, oui à l'unité nationale, oui à la solidarité nationale, non à la balkanisation de la RDC. Pour la RDC, nous combattons jusqu'au sacrifice. Tel est notre devoir sacré. Likamba mabele nsangwema, nsangwema. Likamba mabele nsangwema, nsangwema. Likamba mabele nsangwema, nsangwesi. Likamba mabele nsangwema, nsangwema. Likamba mabele nsangwema, yona ya yonga na yanga. Likamba mabele nsangwema, yona ya yonga na yanga. Likamba mabele nsangwema, mabele bakoko batikela ngai. Likamba mabele nsangwema,
Nsangwema Nikamba mabele Nsangwema Nsangwema Nikamba mabele Nsangwema Nsangwema Nikamba mabele Nsangwema